Donc l'objectif de ce cours, c'est de passer en revue toutes les procédures d'entraînement à la discrimination, c'est-à-dire comportements régis par les règles et les contingences et les contrats comportementaux. Donc voilà à quoi cela se reporte dans la task list du board. Alors, qu'est-ce que la discrimination du stimulus? La discrimination du stimulus, c'est la tendance pour un comportement d'apparaître dans une situation, mais pas dans une autre, tout simplement. Donc, le comportement va avoir différentes fréquences dans certaines situations. Donc, par exemple, Christos donne l'exemple que ses étudiants s'habillent de manière plus formelle lorsqu'ils vont à un entretien d'embauche plutôt que pour venir en classe. Ça, c'est un exemple de discrimination entre deux situations. Donc on peut discriminer les choses puisque pour nous, individus neurotypiques, il y a des différences identifiables, détectables entre les deux situations. Par exemple, aller dans un bureau ou aller dans une salle de classe, et puis avoir les personnes différentes en face de soi. Donc un stimulus en présence duquel le comportement risque plus fréquemment d'être émis, est appelé un stimulus discriminatif. Donc un stimulus discriminatif, par définition, c'est n'importe quel stimulus en présence duquel le comportement cible va avoir des conséquences plus probablement et va changer sa fréquence à l'avenir. Donc, si le stimulus est associé avec un comportement qui est renforcé, c'est ce qu'on appelle typiquement le SD. Donc, on appelle SD, on prononce SD. Et à l'inverse, si le stimulus est associé à un comportement qui est soit puni, soit placé sous extinction, on appellera ça un S-delta. Donc le petit triangle, là, vous prononcez delta, c'est la lettre grecque pour... Donc, en présence du SD, le comportement a plus de chances d'être renforcé. En présence d'un S-delta, le comportement va être soit puni, soit placé sous extinction. Alors pourquoi on utilise deux lettres différentes? Parce que justement, pour que nous on puisse discriminer aussi entre à quel type de stimulus on a affaire. Donc le D majuscule, c'est pour associer au renforcement, et le S delta, c'est pour associer à la punition ou à l'extinction. Donc le petit cycle qui suit le S est pour nous-mêmes un stimulus discriminatif de notre comportement. Donc, vous pouvez aussi trouver le fait que dans certains manuels, dans certains articles, que le stimulus discriminatif signale la disponibilité du renforcement. Donc effectivement, c'est une de ses fonctions. Donc un exemple. Imaginez que Billy pleure dans l'objectif d'avoir une friandise, par exemple. Donc Billy a une histoire de renforcement, c'est-à-dire où ce comportement a été renforcé, qui l'amène à apprendre aujourd'hui que quand il crie, en présence de ses parents risquent plus de lui donner cette friandise. Donc dans cette situation, les parents seront un SD. Maintenant, Billy va en vacances chez sa tante et il pleure pour avoir la même friandise, mais sa tante, elle va pas forcément renforcer ce comportement-là. Donc la tante de Billy, dans cette situation, va servir de S-delta. Et donc tout simplement, ça c'est un exemple qui illustre tout à fait l'entraînement à la discrimination. Dans un cas, on va avoir un SD qui va être suivi du renforcement. Dans un autre cas, on va avoir un S-delta qui va être soit suivi de l'extinction, soit suivi de la punition. Voilà, donc ça, cette diapo reprend cette définition. Donc, les stimuli discriminatifs sont des antécédents et ils sont corrélés avec un certain type de conséquences. Donc les SD ils sont corrélés avec le renforcement, les SD-STA sont corrélés avec l'extinction ou la punition. Alors corrélation, ça ne veut pas forcément dire que ce sera 100% du temps, mais il y a plus de chances quand j'émets ce comportement en présence de ce stimulus que j'obtienne du renforcement, en présence d'un SD, que en son absence, tout simplement.
Donc tous les stimuli discriminatifs peuvent être n'importe quoi, hein. C'est bien pour ça que chez les personnes avec autisme, il y a certains SD finalement qu'on ne contrôle pas nous-mêmes. Voilà. Par exemple, les expressions du visage ou plein de choses qui leur servent de stimulus discriminatifs, grâce auxquels ils apprennent et grâce auxquels ils perçoivent que ça va être suivi du renforcement, alors que nous-mêmes, nous les contrôlons pas. Donc dans la majorité des cas, on répond de manière appropriée à un stimulus discriminatif, mais notamment chez les personnes avec autisme, il y a certaines personnes qui répondent pas de manière appropriée au stimulus discriminatif. Imaginons que dans le cas de Billy, il fasse pas la distinction entre que ce soit ses parents ou sa tante, il discrimine mal. Voilà, il y a un problème de discrimination chez Billy. C'est-à-dire que soit il va surgénéraliser et il va continuer à pleurer avec sa tante même si son comportement est placé sous extinction et du coup il n'y a pas de différence entre SD ou S-delta, ou à l'inverse il va surdiscriminer. Donc l'objectif de l'entraînement à la discrimination, ce sont des procédures qui vont aider à établir la discrimination. Donc, encore une fois, la discrimination, c'est le fait qu'il y ait le comportement plus fréquent dans certaines situations que d'autres. Donc, le principe général de l'entraînement à la discrimination, quand elle se fait pas naturellement, c'est de renforcer le comportement quand il apparaît en présence d'un SD et de ne pas le renforcer quand il apparaît en présence d'un S-delta. Donc, on a trois façons de faire. On a l'entraînement à la discrimination simultané, l'entraînement à la discrimination successif ou l'entraînement à la discrimination sans erreur. Dans la procédure d'entraînement à la discrimination simultanée, on présente un choix à la personne. Donc, par exemple, on peut présenter à la personne une pomme et une banane et montre-moi la pomme. Si ils pointent la pomme, ils ont accès au renforcement. Si ils font le mauvais choix, soit on place ça sous extinction, c'est-à-dire que le comportement n'est pas renforcé, ou à la limite peut être puni en disant non, ça c'est une erreur. Donc dans cette procédure très simple, ici la pomme est le SD, si on pointe la pomme par rapport à la consigne, on va obtenir un renforcement, et la banane est un S-delta. Donc ça c'est un essai de l'apprentissage de la discrimination. Donc, une fois qu'on a eu l'erreur de cette personne, ce qu'on peut faire, c'est représenter les deux items et refaire un essai. Donc, on présente la pomme et la banane à nouveau, on recommence l'essai et soit suivant la performance de la personne, on renforce ou on place aux extinctions. Donc, deux choses importantes, varier la position de ce qu'on veut discriminer, pour pas que le stimulus discriminatif devienne la position de la chose et qu'à chaque fois qu'on nous dit pointe la pomme, il pointe à gauche ou il pointe à droite, par exemple. Ça, c'est important. Et de varier aussi les items. Donc, bien qu'on puisse le faire avec plus de 2 items en même temps, souvent on garde 2 items. On pourrait le faire avec 3, 4, 5 selon les personnes. Dans l'entraînement à la discrimination de manière successive, les stimuli sont présentés donc successivement. Donc par exemple, on tient les 2 fruits sous la table ou derrière quelque chose qui cache. Voilà. On présente la pomme et on dit qu'est-ce que c'est. L'enfant il répond c'est la pomme, on renforce. On recache la pomme, on montre l'un des 2 fruits et on recommence qu'est-ce que c'est et ainsi de suite. Donc si l'enfant ne connaît pas la réponse, on peut le guider. Et là, du coup, ça donne un entraînement à la discrimination qui est beaucoup plus actif et qui est beaucoup plus dur
que la discrimination simultanée, puisque ici, on va avoir du langage expressif et ça nécessite peut-être des prérequis en termes de tact, par exemple, que ne nécessite pas l'apprentissage simultané. Donc là, la discrimination, en fait, elle se fait, si vous voulez, de manière privée, c'est-à-dire que on voit le stimulus discriminatif et la comparaison, elle se fait pas par rapport à un autre stimulus 3D visible, mais par rapport au fruit qu'on a déjà appris et on doit discriminer le bon fruit par rapport au SD qui est visible. Donc forcément, c'est beaucoup plus difficile. Et enfin, le troisième type, c'est l'entraînement à la discrimination sans erreur, où effectivement, dans les simultanés et successifs, on va avoir des erreurs, et du coup, on va être obligé de faire des corrections d'erreurs. Donc, l'idée, là, c'est de diminuer la possibilité de ces erreurs pour éviter ce qu'on peut avoir, par exemple, quand on enseigne les signes et qui est très visible, ou même du PEX, c'est-à-dire tout ce qui est scrolling. Quand on parle de scrolling, c'est vraiment ça. Le scrolling résulte d'une déficience en termes de discrimination. Donc, ces erreurs, elles sont très, très communes. Et notamment, elles sont problématiques aussi, puisqu'elles peuvent du coup avoir des résultats en termes de réaction émotionnelle, de frustration ou d'énervement suite à l'extinction ou la punition. Donc, on peut utiliser l'enseignement à la discrimination sans erreur, qui est une variation de l'entraînement simultané. Et ici, en fait, on va utiliser les guidances, tout simplement. Donc le SD, il va être présenté dans sa forme la plus classique. Par contre, ce qu'on va faire, c'est que le S-delta va être présent, mais par exemple, il va être beaucoup plus petit ou beaucoup plus amoindri par rapport au SD. C'est-à-dire qu'on va continuer à présenter les deux en même temps, mais en mettant l'accent sur une dimension, par exemple en mettant un en couleur très visible et un en noir et blanc ou avec une couleur beaucoup plus pastel, ou un devant et un derrière, voilà, en changeant, en donnant des guidances de position, des guidances visuelles, qui fait que on va minimiser la possibilité que la personne réponde mal, puisque on va faire en sorte que le SD sous lequel on veut placer le contrôle du comportement soit le plus visible, le plus prégnant dans son environnement. Ensuite, on peut réintroduire progressivement le S-delta en le ramenant plus devant, en ravivant les couleurs et ainsi de suite. Donc effectivement, c'est vraiment une variation de l'enseignement à discrimination simultanée, mais avec cette notion d'amoindrir le S-delta et d'augmenter les chances que la personne réponde correctement en présence du SD. Par exemple, une étude de cas, notamment sur tout ce qui est indices non-verbaux dans les interactions sociales. Donc évidemment, il y a des gens, même parmi les neurotypiques, bien sûr, qui sont plus doués que d'autres, qui ont une discrimination plus prononcée que d'autres, en ce qui concerne les indices non-verbaux dans les interactions sociales. Donc, par exemple, au niveau du sourire, à quel point ça peut être, par exemple, de l'ironie ou non, quand on fait de l'humour, des choses comme ça. Et donc, il y a des personnes, effectivement, qui sont moins douées que d'autres par rapport à ça. Donc, Azrin et Hayes, qui sont deux auteurs assez précurseurs en ABA, ont décidé d'enseigner la discrimination aux personnes qui avaient des difficultés à interpréter ces indices non-verbaux des interactions sociales. Donc, ils ont demandé à des participants de regarder 1 minute d'une vidéo où il y a un homme et une femme qui interagissent et de noter pour eux quel est le degré d'intérêt de la femme envers l'homme. Et ensuite, ils ont demandé la même chose à des
aux femmes qui étaient sur les vidéos de noter elles-mêmes leur intérêt envers l'homme qui était sur la vidéo. Donc l'idée c'était que si la femme qui est dans la vidéo qui interagit avec l'homme, elle note son intérêt d'attrait pour l'homme assez faible et que les hommes qui regardent la vidéo ensuite le notent très haut, les hommes qui regardaient la vidéo étaient considérés comme ayant des problèmes de discrimination par rapport au comportement de la femme envers l'homme de la vidéo. Ensuite, ils ont eu un entraînement à la discrimination par rapport à ce type de comportement. Et sauf que maintenant, ils recevaient donc du renforcement principalement après avoir vu la vidéo. Donc ils ont fait 24 essais. Et à la fin de l'enseignement, ils ont trouvé, les chercheurs, que les hommes qui regardaient la vidéo notaient de manière beaucoup plus précise interpréter de manière beaucoup plus précise les réactions de la femme envers l'homme de la vidéo. Alors, quelques règles pour l'enseignement à la discrimination. Première chose, définir le comportement cible. Ça paraît tout bête, mais effectivement, savoir exactement ce qu'on veut montrer comme comportement. Sélectionner les SD et les S-delta et donner toujours, en fonction du SD ou du S-delta, les conséquences appropriées et prendre des mesures. Donc effectivement, à ce stade de votre apprentissage, normalement, vous devez connaître cette importance de définir le comportement cible de manière opérationnelle et mesurable. Ce que vous devez faire, c'est en gros décider ce que vous voulez avoir comme comportement en présence du SD, c'est-à-dire par exemple pointer, montrer, prendre, voilà, n'importe quoi, et ce que la personne doit faire en présence du S-delta. Sélectionner les stimuli discriminatifs et leurs conséquences, donc forcément pour entraîner à la discrimination, vous devez avoir au moins 2 situations différentes qui peuvent être discriminées d'une certaine façon. Et les différences doivent permettre cette discrimination entre un SD et un S-delta. Par exemple, si on veut entraîner la discrimination d'une personne entre différents fruits, bon, c'est un exemple, hein, on va éviter à l'entraînement de la discrimination de montrer tout de suite une tomate, par exemple, et une pomme rouge, qui ont de fortes similarités en termes de forme, de couleur, de fonction, de composition, ce que vous voulez. Et du coup, c'est sûr qu'on va plutôt prendre des choses qui sont très discriminables. Puisqu'après, on peut évidemment ramener de plus en plus proches les stimuli pour la discrimination. Mais dans un premier temps, il faut qu'ils soient très différents. Donc en d'autres termes, lorsqu'on montre à l'enfant une image d'une pomme, donc qui sera le SD, et que l'enfant dit pomme, donc notre comportement cible, dire pomme, la conséquence va être bien joué Billy. Si on montre à l'enfant une image d'une banane et qu'il répond avec le mot pomme, donc la conséquence va être soit non, c'est pas bon, soit rien du tout. Donc quand on travaille avec des jeunes enfants ou des personnes qui ont un retard mental avéré, il est préférable de commencer avec la procédure simultanée, comme on l'a dit tout à l'heure. D'autant plus qu'on n'a pas forcément les prérequis en termes de tact, etc. Avec des personnes un peu plus âgées, on peut commencer avec des essais successifs. Et de toute façon, au fur et à mesure, avancer d'un type de procédure à l'autre va toujours être une option en fonction des comportements de la personne, de l'augmentation de ses performances, et ainsi de suite. La punition, faites-y attention, puisque effectivement, comme on l'a déjà vu dans le cours sur la punition,
comportement. Cela peut entraîner tout un tas d'effets secondaires qui vont interférer avec l'apprentissage correct, donc préférez ignorer les réponses incorrectes et renforcer les bonnes. Encore une fois, à ce stade, vous devez savoir que la prise de données est super importante. Donc effectivement, c'est exactement la même chose pour l'enseignement à la discrimination. Alors, le concept de stimulus-contrôle, on en a déjà parlé, mais effectivement, on acquiert le stimulus-contrôle quand on a vraiment mis en place cette discrimination. Et à ce moment-là, on peut dire que tel stimulus a le contrôle sur le comportement lorsqu'en sa présence, on sait que le comportement a plus de chances d'apparaître et qu'en son absence, le comportement a moins de chances d'apparaître. Donc, les deux règles principales du stimulus-contrôle, c'est que le comportement n'apparaît que en présence du stimulus, le comportement n'apparaît jamais en absence du stimulus, et on pourrait en rajouter au moins une ou deux autres, c'est-à-dire que en présence du SD, aucun autre comportement ne doit apparaître que le comportement cible. Ça, c'est une troisième possibilité, par exemple. Mais effectivement, l'idée du stimulus control, c'est vraiment ça. Dans l'idéal, on a un stimulus control parfait quand, en présence du SD, le comportement apparaît 100% du temps et en son absence, il n'apparaît jamais. Ça, c'est vraiment la définition théorique idéale du stimulus control. Donc évidemment, le stimulus control, pour nous, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de nos vies quotidiennes. Hein. Énormément de nos comportements sont soumis à un stimulus control important. Hein. On en a déjà parlé, mais par exemple, ne serait-ce que les comportements sociaux qui peuvent être différents dans le milieu professionnel, dans le milieu familial, dans le milieu avec des amis, etc. Les personnes avec qui on est vont acquérir un stimulus control sur nos comportements verbaux, nos comportements sociaux, et voilà. Ça, c'est un fait. Mais effectivement, il y a plein de moments où on peut faire des erreurs et parfois peut arriver que le stimulus control ne soit pas exactement approprié. Donc ça peut nous arriver. Hein. L'exemple typique, c'est du stimulus control inapproprié, c'est le fait de, quand le feu passe au orange, de se décider si on passe quand même ou si on freine. Et en fait, on peut s'apercevoir, hein, chez la majorité des individus typiques, que le fait que le feu passe au orange, il n'a pas forcément un très fort stimulus contrôle, puisqu'on pourrait considérer que la moitié du temps, on passe quand même, et que l'autre moitié, en fonction de telle ou telle condition, ben, on s'arrête quand même. Voilà. Donc ça, c'est un exemple de stimulus contrôle assez faible, en fait, le feu orange. Donc voilà un petit résumé de ce qu'est la discrimination. Il y a quelque chose dont on n'a pas parlé encore actuellement, c'est le matching to sample. Alors le matching to sample, c'est ce dont on parlait un peu tout à l'heure quand on a parlé de l'entraînement à la discrimination successif, c'est-à-dire que cette discrimination, c'est pas une discrimination simple où j'ai deux items qui apparaissent en même temps et je dois choisir, mais la discrimination est complexe dans le sens où je dois discriminer entre deux SD qui vont être eux-mêmes reliés à différents stimulus que je dois choisir. Discrimination complexe. Alors, de quoi on peut se servir pour entraîner la discrimination? Donc les procédures instructionnelles, les guidances. Alors les guidances, on en a déjà parlé, mais on peut utiliser plein de sortes de guidances différentes, des guidances de position, des guidances gestuelles, des guidances écrites, des guidances physiques éventuellement. Donc tout ce qui est règles, instructions vocales servent comme guidance. Ça peut être par exemple du vidéo modeling, voilà, le fait d'afficher les règles dans l'IME, je
dois marcher correctement, je dois parler correctement. Ça peut servir de SD à un comportement spécifique dans cette situation spécifique que la personne n'aurait pas forcément dans d'autres contextes, etc. On peut servir de limitation, bien sûr, quand on a la possibilité. Donc l'imitation, c'est intéressant puisque on perd beaucoup moins de temps dans l'apprentissage quand on peut se servir par exemple soit d'un père, soit d'un individu neurotypique euh, quand, comme modèle pour les comportements de discrimination adaptés. Et effectivement, le vidéo modeling, dans ces cas-là, peut servir de guidance. Euh, Personnellement, j'ai utilisé le vidéo modeling pour un jeune homme qui avait une espèce de fétiche sexuel, donc un jeune homme de 13 ans avec un retard mental, on va dire, léger à modéré et un niveau verbal assez important, mais qui est fasciné par les chevilles, les collants, les bas des dames qu'il croise dans la rue. Et ça posait notamment un problème au niveau social lorsque ce jeune allait avec sa mère chercher sa sœur à l'école et qu'effectivement les mamans qui attendaient les enfants à l'école, il allait les voir. Regarder s'approcher très près du genou, des chevilles, parfois toucher. Donc vous imaginez bien que socialement c'était assez peu adapté. Donc ce qu'on a fait pour comment dire, intervenir sur ce problème-là, c'est qu'effectivement on a embauché un autre père qui lui interagissait de manière très correcte et très adaptée socialement avec les femmes de l'IME, c'est-à-dire dire bonjour, serrer la main, voilà, des choses très simples, finalement des règles sociales très simples, et avec des bons et des mauvais modèles. Et en très peu de temps, il a appris en regardant ces vidéos-là à agir de manière un peu plus, comment dire, adaptée socialement. Et surtout, donc, on a mis en place un stimulus contrôle assez important qui est qu'avec toutes les femmes qu'on ne connaît pas, bon, avec les femmes qu'on connaît, on ne le fait pas non plus, mais avec toutes les femmes qu'on ne connaît pas, on dit bonjour de loin, au mieux, on serre la main, mais c'est tout. Et ce stimulus contrôle est devenu très fort et maintenant il n'y a plus du tout ce problème social. Avec les femmes qui connaissent, c'est un peu différent. Les femmes de l'IME, ils les voient plus souvent, donc il y a plus d'opportunités. Mais en tout cas, on a réglé ce problème à l'extérieur. Et puis la possibilité qu'on a pour des enfants d'un certain niveau, mais encore une fois, il faut sortir de l'idée que les contrats comportementaux sont destinés uniquement aux individus de bon niveau. Un contrat comportemental et une économie de jetons, ça peut se faire de plein de façons différentes. Bien sûr que ça peut se faire de manière écrite quand on a des lecteurs avec des règles, des phrases et tout ça. Et dans ce cas-là, c'est génial. Mais même le fait de définir à l'avance dans quelles conditions on veut que se passent les choses et par exemple juste mettre sur un mini planning visuel on fait telle activité et ensuite on a accès au renforçateur, c'est une forme de contrat qui est accessible à la majorité avec un petit apprentissage qui est accessible à la majorité des individus avec autisme ou avec retard mental léger à modéré. Les composants importants dans un contrat comportemental, c'est effectivement, je dois émettre tel comportement pour avoir accès à tel renforçateur. Donc, au niveau de la tâche, qu'est-ce qu'on peut décrire? Qui va faire la tâche et qui va recevoir la récompense? Donc, en l'occurrence notre enfant, notre personne cible. Et encore une fois, ça peut se mettre sous forme de photo, ça peut se mettre sous forme de écrite, enfin voilà. Hein. Quelle est la tâche qui doit être réalisée? Quand la tâche doit être réalisée? Si on peut mettre ben voilà, avant la fin de la journée ou avant la fin de la semaine. Voilà. Et à quel point la tâche doit être bien réalisée. Donc les deux dernières, on va dire qu'elles sont optionnelles en fonction du niveau de la personne, mais si on peut, c'est quelque chose qu'on peut rajouter dans le contrat.
C'est typiquement ce qu'on a, nous, comme contrat de travail. Au niveau de la récompense, donc au niveau du deuxième composant du contrat, qui va décider en fait que la tâche est terminée, quelle est la récompense, quand elle va être donnée, est-ce qu'elle va être par exemple donnée à la maison, tout de suite après, voilà, etc. Et de quelle quantité de cette récompense la personne va disposer. Si on peut, et encore une fois, tout dépend de la personne, mais enregistrer la progression dans la tâche, donc revoir régulièrement le contrat, est-ce qu'il est bien suivi, et éventuellement donner des guidances pour que la personne, des réorientations sur le contrat, par exemple, pour que la personne se rappelle des règles et se rappelle dans quel contexte elle travaille. Donc voilà comment fonctionnent les contrats. Souvent, c'est du renforcement, des règles et la guidance de la réponse au départ. Et bien sûr, le meilleur des cas, ce qu'on peut obtenir, mais qui est quand même assez difficile même pour nous, hein, faut être honnête, à gérer, c'est tout ce qui est self-management, auto-contrat, où on se fixe nous-mêmes des objectifs à l'avance. Et voilà. Donc ça, il y a des individus qui y arrivent mieux que d'autres. Moi, personnellement, je suis pas très fort là-dedans. Donc, comment on peut développer un contrat? Donc, faire une réunion pour expliquer aux gens comment marchent les contrats, les objectifs du contrat, etc. Euh, Identifier des tâches que les individus auxquels on va soumettre ce contrat peuvent déjà faire pour avoir accès au renforcement assez facilement. Donc, des tâches en maintien, des tâches assez faciles à réaliser. Les tâches qu'on va vouloir insérer plus tard dans le contrat, les récompenses et surtout qu'il y ait une trace. Donc quand je disais ça peut être sous plein de formes différentes, quand on dit écrire le contrat, encore une fois, ça peut être tout à fait sous forme d'image, de picto. Par exemple, j'ai déjà utilisé un contrat comportemental avec une jeune fille qui avait un niveau de comportement verbal assez moyen, voire assez pauvre en termes de fréquence et de forme. Mais le fait d'utiliser des espèces de fausses pièces d'euros comme renforçateur pour qu'elle ait accès, voilà, son renforçateur final c'était accès à avoir des feuilles, accès à l'imprimante ou acheter du temps d'internet pour aller sur YouTube pour imprimer ses collages et ainsi de suite. Ça a très bien marché et en fait ça fonctionne sous forme d'image et il n'y a pas forcément besoin d'écrire. Quand on dit écrit, c'est qu'il y a une forme visible qui reste dans l'environnement de la personne. Alors, les choses à considérer, c'est est-ce que le comportement est déjà dans le répertoire de la personne? Si le comportement est même pas en apprentissage ou est pas dans le répertoire de la personne, le contrat sera inutile, puisqu'on sait que la personne ne sera jamais soumise atteindra jamais le renforcement et le contrat a peu de chances de fonctionner. Est-ce que le comportement, si on peut pas vérifier nous-mêmes la présence ou non du comportement, est-ce que le comportement va engendrer un produit permanent? Est-ce qu'on va pouvoir vérifier que le comportement est correctement réalisé? Par exemple, est-ce que le linge est bien plié? Est-ce que la fiche d'exercice est bien remplie? Est-ce que voilà. Est-ce qu'on va pouvoir vérifier après coup que le comportement est bien apparu et que le contrat a été respecté? Et comme je le disais, quel est le niveau de lecture à un moment donné de la personne qui va avoir ce contrat? Donc, comment évaluer le contrat? Ben, c'est une forme de voilà, c'est une forme d'intervention. Donc, tout simplement en mesurant l'effet du contrat sur la fréquence ou la durée du. Et effectivement, souvent, les contrats sont associés à l'économie de jetons, et bien que les deux peuvent être séparés. Souvent, on confond contrat comportemental avec économie de jetons. Les deux peuvent être des choses séparées. Donc, l'économie de jetons, ça part sur le fonctionnement du renforcement généralisé, du renforcement échangeable. Donc, il y a trois composantes majeures dans une économie de jetons. Il y a le
comportement cible qu'on va renforcer avec le jeton, hein. Donc là, le jeton, on peut l'utiliser pour plein de comportements cibles en même temps. Les jetons, alors les jetons, encore une fois, ils peuvent avoir plein de formes différentes, hein. Il n'y a pas de forme spécifique aux jetons. Par convention, dans l'appliqué, on utilise souvent des jetons qui semblent évoquer un intérêt pour la personne. Voilà, les jetons Bob l'éponge, des smileys, n'importe quoi ce que vous voulez. En réalité, il n'y a pas dans la littérature ou dans la science de la BA quelque chose qui dit que ça doit être fait. Normalement, une économie de jetons, ça devrait fonctionner indépendamment de la nature même du jeton. Et puis, ce qu'on doit avoir à disposition, c'est un menu, un catalogue de renforçateurs contre lesquels on va pouvoir échanger ces jetons. Donc ça, c'est pareil, il doit pouvoir être visible, accessible. Donc, les jetons, en soi, ils vont être renforçants que si on a un bon renforçateur final. Alors, ici, on utilise le terme backup reinforcer. Vous pouvez très bien utiliser le terme backup, hein, j'utilise moi-même, pour décrire des renforçateurs qui vont être disponibles en échange de jetons. Alors, comment on réalise une économie de jetons? Déjà, on va sélectionner les jetons qu'on va utiliser, les comportements cibles et les règles auxquelles ils vont être soumis, le catalogue de renforçateurs backup, et il faut établir le ratio d'échange, c'est-à-dire qu'effectivement, est-ce qu'on va donner un jeton pour chaque comportement cible, tous les deux comportements cibles, en RF3, et ainsi de suite. On va tout simplement établir le ratio de renforcement. Et établir quand les jetons pourraient être échangés. Par exemple, je travaillais avec une enfant qui était en inclusion scolaire. Les temps d'échange étaient bien définis pour elle, c'est-à-dire que c'était au moment de la récréation et au moment de la cantine dans la journée. Donc même si elle avait suffisamment de jetons pour échanger, elle devait attendre, elle pouvait continuer à en gagner de toute façon, mais elle devait attendre jusqu'à la récréation ou jusqu'au moment de la cantine pour avoir le droit d'échanger ses jetons. Donc ça peut apparaître dans le contrat, par contre. Voilà. Donc pour des individus qui ont moins de self-control, c'est-à-dire qui sont capables d'attendre moins longtemps en continuant d'émettre le comportement, etc., bien sûr qu'on peut, décider que les backup reinforcers sont disponibles dès que la personne a suffisamment de jetons pour les échanger. Ça, c'est tout à fait possible. D'ailleurs, une vraie économie de jetons, on voit souvent des plaquettes de jetons avec un nombre de jetons bien défini, 10 jetons, 5 jetons, ce que vous voulez. Bien, ça, c'est pareil, c'est pas quelque chose qui est défini par la science, où c'est écrit qu'on doit mettre sur une plaquette, etc. Non, ce qui est important, c'est que la personne puisse échanger ses jetons contre des renforçateurs. Donc, on peut très bien garder les jetons dans un porte-monnaie, dans une tirelire, et voilà, il n'y a pas de, comment dire, de substrat, de forme particulière à donner aux jetons ou comment on les économise et à quel moment on peut les échanger, tout dépend de la personne. Et puis, bien entendu, on teste ça sur le terrain. Donc voilà, on peut avoir tout un tas de types de jetons différentes. Ça peut même être, les jetons, ça peut même être une marque et un petit bâton dans une case, tout simplement, que ce soit visible. Donc, le seul truc à faire, c'est qu'évidemment, pour les jetons, on va utiliser des jetons qui sont sécures, qui soient pas dangereux, comme des petites billes que l'enfant pourrait avaler, voilà, des choses comme ça. Un truc tout bête, mais qui peut être important, parce que même chez les enfants avec autisme, on a des très malins. Donc tout ce qui est contrefaçon, il faut choisir des jetons qui sont difficilement en fait, qu'on peut difficilement recréer pour faire de la contrefaçon ou contrôler leur accès pour qu'ils soient pas volables en fait, hein. Qui soient durables parce qu'on va les utiliser pendant un bon bout de temps, qui soient peu chers, enfin que ce soit pas renforçant en soi en fait, hein, quand on dit cheap, c'est qu'il soit voilà peu attractif en soi. Voilà, en fait, en tout cas, il faut pas que le jeton devienne un renforçateur en lui-même, même s'il devient renforçateur conditionné, mais il faut pas que ce soit un renforçateur en lui-même pour pas que,
le but, ça reste de l'échanger. Et quand on réfléchit à l'économie de jetons la plus généralisée du monde, qui est l'argent, hein, pour nous, euh, finalement, l'argent en lui-même, il a de la valeur que parce qu'on peut l'échanger contre des choses et qu'on apprend la valeur de telle ou telle chose. Et si on aime avoir de l'argent à un moment donné, c'est parce qu'on sait qu'on va pouvoir l'échanger contre si, ça. Mais en soi, normalement, la majorité des gens, même s'il y en a quelques-uns quand même, collectent pas l'argent pour collecter l'argent. Donc encore une fois, comme dans le contrat comportemental, c'est pour ça que les deux vont très bien ensemble. On doit identifier le comportement cible observable et mesurable qui va donner accès à un jeton, sélectionner le critère qui va venir terminer la tâche, commencer avec un nombre assez peu important de comportements, s'assurer que les personnes aient les prérequis pour utiliser les économies de jetons. Et bien sûr, encore une fois, comme dans tout ce qu'on fait dans l'ABA, on va individualiser. Les règles ne sont pas valables pour tout le monde. Nous, on est soumis à des règles communes, mais voilà, on est d'accord qu'il y a des règles qui sont spécifiques à chaque personne et pas à d'autres. Dans le catalogue des renforçateurs backup, l'idéal c'est de pouvoir utiliser des activités qui arrivent naturellement, qui sont adaptées socialement et qui sont voilà, qui apparaissent dans l'environnement de la personne. Par exemple, utiliser du temps de télévision ou du temps d'internet, écouter de la musique, voilà, toutes ces choses-là. Ça, ce sont des choses qui sont intéressantes ou avoir accès à des privilèges, notamment en termes de renforcement négatif. Bah, une fois qu'on a fini l'économie de jetons, la plaquette de jetons, bah, on peut quitter plus tôt, par exemple, ou on peut avoir accès à du râpe de frites, ou voilà, des choses comme ça. On peut utiliser forcément des tangibles et des consommables, des alimentaires. Et bien sûr, on va toujours suivre les règles éthiques et légales en termes de renforçateurs, comme pour n'importe quel renforçateur. C'est-à-dire ne pas utiliser des choses qui peuvent... voilà, si on peut utiliser peu de bonbons pour pas développer des diabètes, pour pas développer du surpoids, que l'enfant il se tape pas un pot de beurre de cacahuète dans la journée, voilà, toutes ces choses-là. Comme dans le contrat, on va établir un ratio d'échange. Donc, au début, le ratio, quand on met en place l'économie de jetons, il devrait être assez faible, c'est-à-dire souvent on commence du 1 pour 1, c'est-à-dire un comportement égale un jeton, un comportement égale un jeton. Et au fur et à mesure, par exemple, si on veut mettre en place l'économie de jetons quand on fait du maintien, on peut passer très bien en RV3, voire largement plus, hein. Ça, il y a encore une fois, le fait de ce ratio d'échange de RV3, c'est une convention, mais on peut très bien l'individualiser. Et je suis en train de travailler dans une structure avec un jeune pour voir justement son point d'indifférence, à quel point il peut monter en termes de comportement, quel nombre de comportements il peut émettre pour un jeton tellement ça devient puissant. Et on est à une vingtaine de comportements différents avant d'avoir un jeton. Donc ça, c'est des choses qui sont tout à fait individualisables. Pour l'échange, l'idéal c'est d'avoir une espèce de magasin, donc un store ou par exemple un placard où tout est au même endroit et la personne vient et dit ben voilà je veux ça, ça coûte tant et hop on change les jetons. Au début, le magasin il devrait être ouvert fréquemment, si ce n'est tout le temps, et puis petit à petit donner l'accès au magasin qu'à des moments particuliers de la journée ou de la semaine, éventuellement. Et forcément, on va prendre des données pour tester à quel point ça fonctionne. Donc, des petits astuces, des petits conseils. Première chose, éviter les guéguerres, c'est-à-dire quand ils ne gagnent pas leurs jetons, ne pas les narguer tout simplement, hein. Bon, ça paraît tout bête comme règle, mais effectivement. Et éviter de rester, enfin, pardon, essayer de rester neutre quand on donne le jeton, puisque ce qui doit être renforçant, même si on peut l'accompagner de félicitations verbales bien sûr, euh, mais c'est le jeton qui doit être renforçant. Normalement, on devrait pouvoir donner un jeton sans félicitations autres, et le jeton doit avoir son pouvoir renforçant en lui-même.
Alors, la question, c'est est-ce qu'on peut inclure du response cost? Donc, je rappelle que la procédure de response cost, c'est une procédure punitive, c'est-à-dire que j'ai mis un comportement problème, il a un coût, on me retire des avantages. Donc là, en l'occurrence, on pourrait très bien envisager de retirer un jeton en cas d'apparition du comportement problème. On peut tout à fait faire ça. Encore une fois, l'apprenant, l'étudiant, il doit être au courant de quel comportement va entraîner une perte de jetons. Il faut adapter forcément le coût, c'est-à-dire le nombre de jetons qu'on va retirer à la sévérité du comportement, hein. Et le seul problème que ça peut poser, bien évidemment, c'est quand on n'a plus de jetons à retirer. Donc là, c'est à nous d'adapter, si vous voulez mettre un response cost en place, à nous d'adapter ce que la personne gagne et ce qu'elle paye. Si on s'aperçoit que 20 fois par jour, elle est obligée de payer 2 jetons parce qu'il y a un comportement problème et que du coup, au final, elle n'a jamais ces jetons, des jetons suffisants pour acheter, c'est de nous que vient le problème. Donc il faut ajuster ce qu'elle gagne et ce qu'elle perd, soit diminuer le coût de la réponse, soit augmenter la récompense, ou voilà. En tout cas, c'est à ajuster. Mais ça peut marcher très bien avec cette jeune dont je vous parlais tout à l'heure où elle gagnait ses fausses pièces d'euros pour échanger contre du temps d'internet ou des feuilles d'imprimante. Elle peut également perdre des euros quand il y a des agressions envers sa sœur. Mais on fait toujours en sorte qu'elle soit elle soit positive dans son compte en banque pour avoir quelque chose à échanger, même si à la fin elle échange que 5 minutes d'internet et que ça va être frustrant, mais voilà, elle aura pu échanger quelque chose. Et de la même façon, le ratio de renforcement, le ratio de gain et le ratio de perte, il est comme pour nos produits, comme pour notre argent, il est soumis à des fluctuations. C'est-à-dire qu'effectivement, plus ça va être facile et moins ça va être payé cher, et plus ça va être coûteux à réaliser et plus ça va être payé cher. Donc, tout ça, c'est à prendre en compte également. Donc, comment on entraîne une économie de jetons? D'abord, on décrit la procédure à l'étudiant, voilà, si l'étudiant est capable d'être réceptif à une explication orale ou écrite. Euh, et on va donner des modèles, c'est-à-dire qu'on va d'abord donner un modèle de comment on délivre le jeton, donc soit sur une plaquette, soit directement la personne qui le met dans son porte-monnaie. Et puis après, il faut modeler aussi l'échange des jetons. Donc évidemment que c'est un entraînement qui peut être continu, c'est-à-dire que c'est pas forcément en une seule fois que la personne va apprendre à utiliser ses jetons. Et il faut aussi leur apprendre à où comment dire, les stocker, comment les stocker. Euh, Essayer de décourager ce qui est l'amassement en fait et vraiment la personne qui garde ses jetons pour garder ses jetons. Ça c'est pas quelque chose qu'on veut. À l'inverse, on veut pas non plus que la personne dépense dès qu'elle a un jeton pour une minute. Parfois, il faut leur apprendre à économiser un peu pour que le backup renforcer soit intéressant. Et effectivement, s'il a une minute d'internet, c'est pas très intéressant. Par contre, si elle économise jusqu'à 300 minutes d'internet, c'est pas intéressant pour nous non plus. Donc voilà, ça c'est les choses qu'il faut également prendre en compte. Et ensuite, une fois qu'on a une économie de jetons, comment on fait pour la retirer si on veut la retirer? Donc déjà, il faut avoir un plan pour tout ce qui va être maintenance et généralisation. Et c'est là où on va associer le jeton avec un renforçateur social. On va augmenter progressivement le nombre de réponses qui vont être requises pour gagner un jeton. On va diminuer au fur et à mesure le temps où l'économie de jetons est en place et augmenter de plus en plus le nombre de renforçateurs naturels et de moins en moins des renforçateurs artificiels de type alimentaire et ainsi de suite. Et bien sûr, plus les items sont demandés souvent et plus ils vont coûter cher. Ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Et puis, on peut, comment dire, diminuer au fur et à mesure du temps la prégnance du jeton dans l'environnement, c'est-à-dire faire des jetons de plus en plus petits ou de plus en plus transparents, ou voilà, des choses comme ça. Alors, des considérations à avoir par rapport à l'économie de jetons, c'est que
Ben, c'est une procédure qui est assez intrusive dans le sens où une fois que c'est mis en place, c'est vrai que c'est difficile à retirer parce que c'est quelque chose qui structure beaucoup et qui peut être difficile à implémenter. Voilà. Donc c'est quelque chose qui est très visible, qui est très intrusif. Ça peut être aussi assez lourd à mettre en place, hein, tout dépend des contextes, mais par exemple, moi j'ai eu l'exemple d'un gamin pour qui on utilisait une économie de jetons pour gérer son DRO avec des stéréotypies. Donc en fait, lui, il gagnait un jeton pour, au critère initial, un jeton pour 1 minute sans stéréotypie. Donc il avait son backup renforceur au bout de 5 minutes, par exemple. Euh, Sauf que qu'est-ce qu'il fait s'il stéréotype à la piscine? Est-ce qu'on va s'embêter à prendre les jetons, la plaquette de jetons, la plaquette de promesses en forme de picto pour lui faire choisir et tout ça à la piscine? Voilà, c'est le genre de considération à avoir. Le problème aussi, c'est que ça peut être renforçant pour nous négativement quand on la met en place. C'est-à-dire que ça marche tellement bien qu'au bout d'un moment, ben, on veut plus l'enlever.